comme ça, mais ah, c'est bon. Qui paraît un petit peu lapidaire comme ça, mais qui sur le fond est assez réel. Il est quand même, il reste quand même un petit peu plus compliqué pour une personne handicapée d'accéder à l'emploi. Alors j'ai un truc qui se met en place. Là, c'est bon, hein, Pascal, je pense. Je pense que c'est l'enregistrement qui s'est affiché, Pascal. Ouais, elle n'est plus là, Pascal. Je crois qu'elle est déconnectée, Pascal. Ouais, elle n'est plus là. Pascal, elle est connectée. Voilà, pardon. Hein. Alors, on parlait en introduction de l'importance de développer le numérique. Je pense que il faut absolument que moi, je me forme davantage au numérique. Voilà, donc pardonnez-moi, je rallume ma caméra. Donc, je disais qu'en fait, effectivement, c'était un constat peut-être un petit peu lapidaire, mais sur le fond, c'est une réalité. Les personnes handicapées accèdent plus difficilement à l'emploi. On constate quand même des abandons en cours de formation, souvent aussi parce que les besoins liés aux conséquences du handicap n'ont pas forcément été bien pris en compte. Et c'est aussi l'objet de notre échange aujourd'hui. Alors que effectivement, depuis 2005 et en fait la loi de 2018 pour choisir son avenir professionnel, en fait, elle reprend un petit peu elle repose en fait toutes les obligations légales des organismes de formation, mais l'idée c'est qu'on arrive ensemble à construire un droit à la formation plus ouvert en fait pour des personnes qui présentent des difficultés en fait dans liées notamment au handicap. Et puis on a, alors je ne sais pas si je continue sur le côté sport, mais c'est vrai que par rapport au métier du sport, c'est peut-être encore plus prégnant parce que ce sont des métiers qui sont soumis à des réglementations particulières avec des contraintes en matière d'exercice, d'activité. Qui font que l'accès à ces métiers pose peut-être encore plus de questions en fait par rapport aux personnes handicapées. Oui, pour le coup, moi, je vais enchaîner. En fait, peut-être vous dire que ces jeudis de la formation, ils s'intègrent aussi dans un travail général qui a été fait avec la direction des sports et la GFIP. Il y a un certain nombre de groupes de travail qui ont été initiés pour faire le point sur l'état des lieux, sur les questions réglementaires, juridiques. Nous, en tant que centre d'expertise pour handicap, on anime cette démarche. Il y a eu un certain nombre de groupes de travail et de comités de pilotage pour arriver à faire aussi un certain nombre de livrables dont on vous parlera tout à l'heure. Mais sur la question de la réglementation, en effet, l'objectif, c'est bien d'avoir des parcours de formation et de professionnalisation des personnes en situation de handicap avec un vrai continuum de l'orientation à l'emploi. Les organismes de formation n'ont pas toujours les clés qui permettent de répondre en fait à la prise en compte des personnes en situation de handicap. Donc, on fait du cousu humain et on verra en fait les différentes interventions là-dessus avec toutes les innovations qui sont mises en place. Alors, en termes de réglementation, il y a une réglementation que je pense que vous connaissez à peu près tous, qui est issue en fait de la loi de 2005, avec des arrêtés avec deux articles en fait dans le code du sport. L'article A212-44 qui prévoit en fait une procédure d'aménagement et des épreuves, que ce soit au niveau des TEP, des épreuves certificatives et globalement aussi du cursus de formation. Et donc, cette décision pour procéder à ces aménagements, elle est prise par le DRAGES, sous couvert bien sûr maintenant du recteur académique de région, et au vu de l'avis du médecin de la Fédération handisport ou de la Fédération sport adapté,
ou de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Je pense que cette question-là, sur la vie médicale, va être récurrente. Je pense qu'il y aura pas mal d'échanges parce que c'est vraiment un peu le nœud, je dirais, de notre réglementation et des éventuelles difficultés d'ailleurs de mise en œuvre. Le deuxième article, c'est l'article A 212-45, où en fait, la DRAGES, toujours maintenant sous couvert donc, du recteur, examine la compatibilité du handicap sur les aménagements mentionnés avec l'exercice professionnel de l'activité du diplôme et des éventuelles restrictions aux conditions d'exercice. Donc, c'est le deuxième article fort sur lequel on pourra éventuellement aussi échanger, en sachant que pour nous, l'intérêt, c'est vraiment de centrer, je dirais, les échanges sur les aménagements. Alors, peut-être passer donc à la diapo suivante. Alors, le rôle des référents handicap. Donc, on parlera aujourd'hui du rôle des référents handicap, en sachant qu'on a exclu un peu je suis désolé, notre collègue de l'INSEP qui suit ce stage, qui attendait pas mal de cette journée sur le rôle des référents handicap auprès des agents, donc, mais qui, voilà, en fait, c'est vraiment une question qu'on ne va pas traiter aujourd'hui. On est vraiment sur les personnes en situation de handicap qui sont en situation de formation professionnelle. Comment repérer les situations de handicap, aussi qui vont être traitées dans un deuxième temps. Comment adapter les parcours qui nous semblent être le nœud en fait, des échanges et des questionnements pour enfin en fait, voir comment capitaliser les expériences de chacun et comment on peut avancer ensemble. Ce que je voulais vous dire aussi en termes peut-être de méthode, c'est que les questions qui seront posées sur des sujets en fait, qui seront traités dans un second ou un troisième temps, on prendra le parti de ne pas forcément répondre tout de suite, mais de décaler en fait, la réponse pour qu'on soit un peu vraiment sur ces 4 temps d'intervention spécifiques, en essayant de garder la cohérence, même si on sait qu'il y a des interactions, bien évidemment. Voilà, bah écoutez, donc, je propose de passer à la diapo suivante et de commencer sur le rôle des référents handicap. Merci Frédéric. Alors, j'ai bien passé, mais je crois que ça ne s'est pas affiché. Non. Non. Le diaporama est apparemment un peu lourd. Il fait que… Bon, ça va aller, on va attendre que ça charge. Ouais. Vous voyez toujours le diapo? Donc, je ne sais pas sur la prochaine diapo, donc, je vais peut-être laisser la parole à Catherine dès qu'elle s'affichera. Donc, voilà. Okay. Donc, qui va se présenter déjà. Oui, j'ai déjà un peu présenté, mais qui se présentera et qui travaille en DRAGES, donc Île-de-France. Et donc, Marion présentera le rôle de référent handicap en OF et en CREPS. Donc, Rétinoir Catherine, je travaille à la DRAGES Île-de-France au sein du pôle formation-certification. Donc, je suis en charge du suivi d'organismes de formation sur tous les niveaux de diplôme dans le champ jeunesse et sport. Et je suis référente handicap au sein de mon service. Donc, j'ai pour rôle d'informer et d'orienter les candidats et les organismes de formation sur la procédure engagée et également de rester en lien avec les médecins qui sont désignés sur la région. On échange à peu près 1 à 2 fois par an sur la fréquence des rendez-vous qu'ils prennent en charge, sur les situations rencontrées en termes de handicap, sur les possibles adaptations par rapport au texte, par rapport au TEP et également sur les épreuves. Ce qui nous amène justement à être des appuis en termes de prise de décision, puisqu'on instruit ces demandes d'aménagement. Donc, quand le dossier m'est apporté, m'arrive, j'associe le référent de la mention dans un premier temps. Ensuite, je prends en tâche avec le candidat et potentiellement ensuite avec l'organisme de formation pour le suivi. Et on échange en fait sur la situation de handicap, sur le parcours de formation,
sur les préconisations du médecin, c'est ce qu'il faudrait adapter, les ajustements qui sont possibles. Et on aborde également lors de cet entretien les possibles limites d'exercice en fin de parcours. Donc, ce sont les prérogatives d'exercice professionnel. On les aborde également quand on a une situation qui est particulière au niveau du handicap. Donc, à partir de là, j'élabore une notification de décision que je soumets pour validation au DRAGES, sous couvert du recteur de Région Académie ainsi que de ma hiérarchie au sein du service formation-certification pour validation des préconisations de demande d'aménagement pour ce candidat. J'ai aussi une fonction qui consiste à assurer le suivi des candidats qui sont entrés en parcours de formation. Sur cette phase-là, en fait, on reste en contact avec le stagiaire, mais également avec l'organisme de formation parce qu'il arrive qu'il y ait des ajustements à engager, notamment pour les épreuves certificatives. C'est vrai que ça revient assez souvent parce que ça reste des situations qui peuvent évoluer dans le temps sur le parcours de formation. J'élabore également des bilans. Ces bilans, ils me permettent de disposer de certaines données sur l'évolution des demandes. C'est vrai qu'entre 2017 et 2021, le nombre de demandes a pratiquement triplé sur la région Île-de-France. Avant, on était principalement sur des BPGEPS et ça s'est étendu sur du DE et du DES. Il y a une communication qui est beaucoup plus étendue et qui est peut-être mieux reçue également par les candidats, par les organismes de formation. Il y a un peu moins d'hésitation en tout cas, parce que c'est vrai que les demandes sont vraiment plus nombreuses. Et pour le point 8, qui est justement, avec l'appui du médecin désigné et le DRAGES, c'est avancer d'éventuelles restrictions de prérogatives professionnelles. Sur la DRAGES Île-de-France, on est encore un petit peu flottant par rapport à ce dernier point. Et voilà, on cherche encore une manière d'aborder cette phase-là qui n'est pas encore bien installée. Elisabeth, est-ce que tu peux rajouter quelque chose sur le point 8 peut-être ? Oui, sur la région Bretagne, on a mis en place un dispositif avec un centre de rééducation fonctionnelle qui est composé d'un médecin rééducateur, mais qui accompagne aussi l'équipe de France féminine handisport, en athlétisme, un psychologue du sport et une personne qui s'occupe de l'insertion socio-professionnelle, plus le prof de sport de CARPAP. Et on est en train de travailler sur les restrictions professionnelles, justement, de façon un peu plus fine. Voilà. Et quand on parle de médecins désignés, parce que j'ai vu une question sur le chat, sur la DRAGES Île-de-France, la fédération handisport, elle a désigné 2 médecins. Mais il nous arrive parfois d'avoir un médecin spécialisé que l'on autorise également pour délivrer des notifications de préconisation d'aménagement. Rien ne peut être figé puisqu'il faut qu'on s'adapte aussi à la demande. Pardon, mais du coup, c'est quel type de médecin? Il est nommé, par exemple, nous on est dans le Grand Est, mais est-ce que c'est le médecin du recteur, le médecin de la FFSH, le médecin FFSA? Sur la DRAGES Île-de-France, c'est le médecin qui est désigné par la FFFH. Donc, il faut se mettre en lien avec la ligue de notre région, handisport? C'est vrai que c'est spécifique à chaque région. Je sais que pour la Bretagne, Elisabeth, je te laisse peut-être développer. Nous n'avons plus du tout de médecins qui agréés par une des 2 fédérations, qu'elles soient handisport ou sport adapté. Et du coup, nous, on a fait d'autres choix, c'est-à-dire que où on se fait accompagner par les médecins du sport ou par d'autres médecins. Et parfois, quand il a un peu de temps avec le médecin des Pays de Loire, quand on a une situation très spécifique. Sinon, c'est le médecin de CARPAP qui nous accompagne aussi, puisque dans le dispositif qu'on a mis en place, il y a tout le cheminement avec les médecins. Mais ça pourrait être le médecin traitant qui connaît bien aussi qui suit la personne en situation de handicap, oui, c'est ça. Ah oui, donc si c'est le médecin traitant, c'est plus facile là. Ok.
Effectivement, on reviendra Mais sur la question. mais c'est vrai qu'on ne suit pas vraiment le code du sport. C'est pour ça que c'est quand même un sujet assez délicat par rapport Si vous pouvez poser vos questions soit dans le chat, soit lever la main, plutôt que voilà, parce que pour le coup, ça risque d'être un peu compliqué sinon. Marion, on te laisse la parole. Catherine, effectivement, à la question du médecin, on y revient plus tard parce qu'on sait que c'est un sujet épineux, mais que néanmoins, on a trouvé dans les régions parfois d'autres solutions. Donc, c'est ça aussi qu'on pourra voir tous ensemble. Sur cette première partie, l'idée, c'était vraiment aussi de pouvoir vous proposer un peu un cadre, une fiche de mission sur ce qu'est un référent handi, parce que finalement, notamment en service, il n'y a pas toujours une mission bien identifiée sur cette thématique-là. En OF, ou en fait de plus en plus en lien avec ce qui a été demandé suite à Calliope. Mais voilà, ça nous semblait important de pouvoir aussi définir déjà quelles étaient les missions de chacun. Donc en OF, pardon, je ne me suis pas présentée, je suis formatrice sur le CREPS Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a 3 sites sur le CREPS, Voiron, Vallon-Pont d'Arc et Lyon. Et j'ai la chance d'avoir 2 collègues, Valentine Noré et Flavie Girardet, qui sont également référentes handicap sur les autres sites. Voilà, donc on a cette chance-là en termes de structuration. Les missions sont les suivantes: informer et sensibiliser le candidat aux différents dispositifs et à ce dont il peut bénéficier, accueillir, accompagner, développer un réseau de partenaires sur le territoire, puisqu'on s'aperçoit que ça va être vraiment une dimension fondamentale pour pouvoir développer ces actions, c'est de connaître quels sont les partenaires, et mieux on les connaît, plus on gagne du temps. Et puis on gagne surtout en efficacité dans l'accompagnement. Assurer une veille sur le handicap, parce que c'est aussi un champ où il y a des évolutions constantes, donc c'est important de pouvoir avoir les dernières infos et les dernières évolutions réglementaires. Construire une politique d'inclusion des personnes en situation de handicap, notamment au sein de l'établissement, pour pas que ça se limite simplement au rôle du référent handi, mais que ça puisse aussi diffuser de manière plus globale sur l'établissement. Contribuer à la gestion administrative et financière de la politique des personnes en situation de handicap et évaluer notre action. Si on peut résumer ça de la manière suivante, si le PowerPoint, en tout cas, veut bien passer à la diapo suivante. Hop, on va faire autrement. Ah, pardon. Alors, avant de faire le résumé, excusez-moi, je laisse la parole à Pascal qui va compléter aussi ce qu'on peut évoquer en termes de mission de référent handicap. Oui, enfin, c'était juste pour préciser qu'effectivement, les missions des référents handicap, ils ont été notamment en OF, CFA, enfin en CFA notamment, ils ont été définis dans le cadre de la concertation à partir de 2019. Et en même temps, on sait bien que, enfin, voilà, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, c'est important aussi de bien avoir en tête qu'on ne demande pas aux référents handicap de devenir des super spécialistes du tout, enfin, voilà, des moutons à 4 pattes ou à 6 pattes dans les organismes de formation. Et du coup, qu'il est important aussi que l'ensemble des référents handicap est bien conscience qu'ils peuvent s'appuyer en fait sur des ressources externes. Alors moi, je vais parler plus précisément des ressources qui sont proposées par la GFIP, mais il y a un certain nombre de partenaires externes sur lesquels les référents handicap peuvent s'appuyer aussi pour conduire leur mission. Et notamment, voilà, le réseau des ressources handicap formation qu'on a développé là, depuis près de 3 ans, et qui vise vraiment à essayer d'accompagner le référent handicap dans sa prise de mission à travers un certain nombre de propositions d'offres de services qui va d'une part viser à aider le référent handicap à construire en fait des parcours adaptés de formation, donc un petit peu dans le sens de ce qu'on va travailler aujourd'hui, mais aussi d'aider le référent handicap et sa direction et l'ensemble de l'organisme de formation à réfléchir un petit peu à la manière dont on peut construire a priori un meilleur accueil pour tous, comment je m'organise pour en amont en fait même de l'entrée des personnes pour anticiper un petit peu les besoins de ces personnes et m'organiser pour
qu'elle soit aussi, voilà, qu'il y ait plus facilement d'identification aussi de ces publics qui vont avoir des besoins. Et puis, il y a tout un volet aussi d'appui entre guillemets, à la montée en compétences aussi sur les sujets du handicap, avec des temps d'animation de réseau, des propositions de professionnalisation sur l'ensemble des régions. Donc, voilà, vous pouvez aller, alors on a sur le site internet une nouvelle, depuis début de semaine, un nouvel espace qui s'appelle Acteurs de la formation quand vous allez sur le site internet de la GFIP, et du coup, qui peuvent vous permettre d'accéder directement à ces coordonnées aussi, voilà, et aux différents outils qu'on propose aujourd'hui. Peut-être, je voulais apporter une information. J'ai vu une question sur est-ce qu'il y a obligation d'avoir un référent en DRAGES, hein, dans le référent handicap en DRAGES. À ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'obligation à ce qu'il y ait un référent handicap en DRAGES. Il se trouve que Catherine est référente, mais il n'y a pas d'obligation légale. Je ne crois pas qu'il y ait des consignes de la direction des sports en la matière. Contrairement, en effet, bon, voilà, enfin, aux organismes de formation, où c'est une obligation et en CF1. Il y a un certain nombre de questions sur le chat, hein, sur lesquelles on va répondre de manière simultanée, d'autres, parce qu'on n'a pas forcément l'expertise et les compétences sur l'ensemble des sujets, répondre en différé, notamment sur la partie, je dirais, carte professionnelle, par exemple. On pourra vous répondre dans un second temps. Donc, on poursuit sur la mission du référent handicap. Vous verrez, hein, sur chacune des 4 parties, à chaque fois, on vous a fait un petit résumé avec un petit picto cône de chantier, c'est-à-dire ce qu'il faut baliser, en gros, pour arriver à bien mettre en œuvre les actions, et puis un petit picto warning sur les points de vigilance à avoir. Donc, pour bien baliser la mission du référent handicap, notamment pour les OF et les CFA, donc certes, il y a eu dernièrement une obligation par décret et une obligation par Calliope. Donc, tout le monde est rentré dans le cadre, ou en tout cas, c'est en cours. Néanmoins, ça ne veut pas dire que ça soit toujours opérationnel. Pour que ça le devienne, il y a vraiment besoin de pouvoir en fait, institutionnaliser la mission avec sa direction et ses équipes. C'est-à-dire que ça ne repose pas uniquement sur le référent handicap, mais arriver à pouvoir faire un lien régulier avec sa direction, avec les autres formateurs, avec l'équipe d'accueil sur l'établissement et les différents partenaires. Par rapport à ça, donc, il y a différents exemples qui ont été mis en place sur nos structures respectives et qui sont souvent très dépendantes de dispositifs régionaux. Donc, en Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, le Conseil régional porte la démarche H+, et propose un accompagnement spécifique de la structure pour mettre en œuvre un plan d'action dans le cadre de l'accueil de stagiaires en situation de handicap. C'est la même chose en Occitanie et le dispositif s'appelle Devenir référent handicap. Il y avait également des ressources handicap proposées par la GFIP. Les collègues de la DRAGES Bretagne nous ont également parlé donc, d'un plan de professionnalisation de la PR FPH. Ce qui veut dire que, pour faire court, c'est quasi certain que sur votre propre territoire, vous avez aussi des personnes qui peuvent vous accompagner à mettre en œuvre cette politique d'inclusion avec des formations qui sont gratuites et des intervenants qui sont compétents. En termes de warning, c'est bien d'avoir tout ça à dispo. Néanmoins, ça nécessite du vrai temps dédié. Et ça, c'est une difficulté qu'on rencontre sur nos structures respectives. C'est-à-dire qu'il y aurait beaucoup de choses à faire, mais on a de la difficulté à avoir du temps clairement affiché dans nos lettres de mission respectives. Et bien sûr, la formation des référents et des acteurs qui est indispensable si on veut progresser. Donc ça concerne principalement les OF. On se rend compte qu'en service, c'est encore différent ou complémentaire. Et que de la même manière, ce n'est pas une mission qui est toujours institutionnalisée, en tout cas dans les pôles formation. Si Catherine, Elisabeth veulent compléter. Alors, nous, au niveau de la Bretagne, effectivement, on me laisse du temps, mais en même temps, comme il y a le suivi à côté des organismes de formation aussi sur les diplômes que j'accompagne, je suis aussi sur la VAE, il y a des périodes, et notamment au moment des TEP, où c'est un peu chaud.
Oui, ben je rejoins complètement Elisabeth. C'est vrai que ce n'est pas la seule mission qu'on a. La VAE, au sein de la DRAGES Île-de-France, elle occupe également pas mal de pans par rapport au travail effectué. Et ce n'est pas toujours évident parce que c'est des demandes qui augmentent en nombre et en termes de gestion sur la région Île-de-France. En tout cas, effectivement, dans les perspectives, et notamment pour les services, par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, nous, pour l'instant, on n'a pas de référent handicap identifié sur le pôle formation. Et c'est peut-être aussi le cas dans d'autres DRAGES. Donc, ça veut dire que ça sera vraiment dans les leviers aussi de développement du réseau. Voilà. C'est ça. On peut poursuivre ? Pour ma part, à La Réunion, moi je suis référent donc handicap et on a un collègue qui est responsable des formations. Bonjour Elisabeth. Bonjour Pascal. En fait, moi j'ai d'autres missions que référent handicap. Et donc on travaille plutôt en transversalité avec le collègue qui s'occupe des formations et le CREPS de La Réunion. C'est comme ça qu'on fonctionne, on se réunit et quand il y a des cas particuliers, on essaie d'avancer d'une seule voie autour de cas particuliers. Voilà. Dans tous les cas, effectivement, le travail en équipe et en réseau, ça sera le maître mot de cette présentation. Et dans tous les cas, en tout cas, de ce que j'en sais, je ne crois pas qu'il y ait un agent ici ou un acteur ici qui soit dédié à 100% sur ces missions-là. C'est une des missions, effectivement, parmi tant d'autres. Mais c'est aussi pour ça que c'est important de bien l'identifier pour qu'elle puisse apparaître comme une mission à part entière. Bon, peut-être on peut continuer. Alors, maintenant, on passe à la partie 2, comment repérer. Et du coup, ce sont des collègues qui vont prendre le relais. Donc peut-être Carole Donc, du CREPS. Carole Robert, conseillère au niveau de performance accompagnement paralympique en Occitanie. Et j'ai gardé la mission de référente handicap au sein du CREPS de Toulouse. Donc, en amont de la formation, souvent les stagiaires, les futurs candidats nous appellent pour savoir comment ils font pour soit avoir des aménagements pour les TEP, pour les tests d'entrée, ou pendant la formation, s'ils réussissent les TEP. Donc, c'est vraiment une prise de contact au début avec l'organisme de formation, mais qui peut se faire aussi avec la DR. Nous, en Occitanie, on l'avait mis dans le dossier d'inscription si vous voulez avoir un aménagement pour les TEP. Donc, ça peut être aussi de mettre une indication dans le dossier d'inscription, mais ce n'est pas une obligation. Elisabeth, tu veux rajouter des choses ou je continue? Non, tu peux continuer. Nous, on n'a pas de… Enfin, pour l'instant, aucun OF ne fait de proposition dans les dossiers TEP d'une présentation, d'une demande si la personne est en situation de handicap ou pas. Donc, nous, on en avait beaucoup, à peu près une quinzaine par an au CREPS de Toulouse, je mettais en place pour les TEP et pour les tests de sélection. Dernièrement, on a fait pour le CREPS de Montpellier avec mes deux collègues qui sont Juliette Cara et Sébastien Bertrand. On a aménagé les TEP d'un BPAPT pour un athlète de haut niveau en tétraplégie. Donc, on a fait une proposition d'aménagement et qu'on a fait valider par l'ADR. Okay. Nous, les TEP, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire où le stagiaire vient vers nous et puis il nous demande les dates des TEP, puisqu'on affiche les dates des TEP sur notre site. Et du coup, il passe les TEP dans l'organisme de formation qui a été désigné pour les faire passer. Et du coup, parfois, ils n'ont pas encore fait le choix de l'organisme de formation avec qui ils vont être formés. Alors, pour répondre à la question d'Isabelle, bonjour, c'était le BPAPT. Donc, on a aménagé le parcours de motricité.
Et actuellement, on avait fait aussi la demande d'aménagement auprès du médecin référent. Actuellement, il n'y avait plus de médecin référent en Occitanie au niveau de la DR. Donc, c'est un médecin de la liste de la MDPH qu'on avait pris et on l'avait soumis à la DR Occitanie, qui l'a fait remonter à la Fédération française handisport. Le DTN nous avait répondu qu'il n'avait pas trop le temps. Donc, en fait, ce qui était convenu avec la DR Occitanie, c'est qu'ils allaient regarder les dossiers et donner leur avis. Voilà comment ça s'est passé pour les athlètes, pour les candidats qui ont passé les TEP en Occitanie. En tout cas, sur la question de l'aménagement, on y revient au point numéro 3 sur vraiment comment adapter et finalement comment on s'y prend, effectivement, parce que c'est une question qui revient souvent aussi sur les TEP. Là, l'idée de se dire… On peut peut-être passer sur la diapo suivante pour le coup, puisqu'on est plus dans le cœur en fait, des postures, des outils, puis des aménagements TEP. En tout cas, l'idée sur cette diapo, c'était de se dire que finalement, on a rarement un process identique avec une espèce de marche à suivre. Peut-être ça serait trop facile, s'ennuierait. Et finalement, les situations de handicap, elles peuvent vraiment se présenter à nous tout au long du parcours de la formation, que ce soit en amont jusqu'à la formation même. Et parfois, c'est sur les épreuves de certification aussi qu'on se rend compte qu'on a des stagiaires vraiment en difficulté. Ce qui amène la difficulté du délai de réponse pour la DRAGES souvent, parce que comme on a effectivement d'autres missions, quand on reçoit les demandes tardivement, c'est compliqué parfois d'avoir une réponse dans un temps limité. C'est vraiment la démarche autour de cette demande, la temporalité est hyper importante. Tu peux revenir avant, Marion, on n'a pas fini sur la diapo. Pardon. C'est Fred qui m'a dit de me dépêcher. Et, donc là, on était sur les TEPS, sur les tests d'entrée aussi. Et pendant la formation, donc on peut aménager le parcours de formation, mais on peut l'aménager tout au long de la formation. Parce que des fois, on ne voit pas les personnes en situation de handicap nous le dire tout de suite. Et c'est en cours de la formation qu'on peut voir le plus souvent des 10, tout ce qui est forme des 10. Et on peut le voir au fur et à mesure de la formation et on peut quand même mettre en place le dispositif via la GFIP. Et ce qui est important aussi, c'est que maintenant, d'un point de vue réglementaire, on peut proposer en fait des aménagements d'épreuves tout au long de la formation. Ce qui était plus contraignant avant et maintenant, on peut le faire aussi en cours de formation. C'est bon là. Ce qui est important aussi, c'est quand on reçoit donc le stagiaire, c'est bien d'identifier les contraintes et les besoins. Il ne faut pas hésiter à le questionner tout en lui indiquant que ça reste confidentiel. Et on va lui identifier vraiment les besoins spécifiques qu'on peut lui amener. Donc, moi, je prends beaucoup l'exemple des anciens candidats que j'avais eus et qu'on peut, c'est pas parce que souvent la question qu'ils nous posent, oui, mais je suis en situation de handicap, donc je vais avoir des restrictions, des prérogatives. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, il faut bien questionner la personne sur quelle pathologie et on s'appuie aussi sur son certificat médical et on peut voir s'il va avoir des restrictions ou pas. Mais c'est important de lui annoncer. Pour moi, s'il a des restrictions, de lui annoncer avant le début de la formation, avant qu'il rentre en formation. Et il faut aussi lier de la confiance avec le stagiaire.
Merci Carole. Donc, en résumé aussi sur comment repérer, ça va être une posture de vigilance. Juste, excusez-moi, une petite intervention. Enfin, je vais parler un petit peu de mon cas personnel parce que j'ai fait plusieurs BE alors que j'étais en situation de handicap après un accident. Ancien sportif de niveau, on dit. Moi, je pense qu'effectivement, il y a certainement des restrictions à cause des pathologies et tout ça, mais moi, j'ai pu ensuite enseigner sur le terrain. Et après, ça ne gêne pas trop, c'est simplement l'approche pédagogique qui est différente. C'est-à-dire qu'on se sert de l'autre comme exemple. Et j'étais souvent avec des publics valides par rapport à mon handicap. Et pour autant, on arrivait à faire passer le message quand même, quoi. Donc après, c'est une question d'approche pédagogique, à mon sens. Pas tant que ça. Une fois qu'on a réglé les problèmes physiques, où on a accepté qu'on aurait des limitations, après, on peut s'adapter. Si tu peux, Pascal, soit lever la main, soit poser la question dans le chat, même si c'était super intéressant, mais qu'on puisse le faire de manière un peu plus homogène. Je te remercie. Pour résumer, en termes de repérage, donc c'est se dire que finalement, il faut avoir une posture de vigilance pour repérer, puisque les situations peuvent se présenter à nous tout au long de la formation. Ne pas hésiter aussi à en parler ou à questionner. On reviendra juste après, justement, sur l'entretien individuel, comment on échange avec un stagiaire en situation de handicap, que ce soit un handicap reconnu ou pas. Qu'il y a aussi des outils pour repérer. Là, donc, il y a une question sur le chat autour des 10. Donc, par exemple, ma collègue Flavie, sur ses tests d'entrée, par exemple, elle utilise des tests qu'elle fait passer à tous les stagiaires qui permettent de repérer les troubles 10. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on pourrait partager en termes d'outils mutualisés, et que donc les collègues des établissements et des DRAGES ont déjà aussi planché sur pas mal d'aménagements de TEP, et que ça aussi, ça serait intéressant à mutualiser pour que lorsqu'on rencontre une situation qui pourrait être un peu similaire, on puisse mutualiser sur ce qui a déjà été réalisé par les collègues. Peut-être une question très simple, parce que c'est vrai qu'on est habitué à parler beaucoup en acronyme, quelles que soient les filières à secteur d'activité, mais RQTH, est-ce que quelqu'un peut dire exactement ce que c'est? Parce que je vois qu'il y a une question de Marion Soavi là-dessus, un service départemental. C'est une reconnaissance administrative de la qualité de travailleur handicapé. C'est une reconnaissance qui est donnée par les MDPH. Voilà la réponse. Départementale pour les personnes handicapées. Oui. Oui. Après, donc, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que finalement, les situations, elles ne sont pas toujours connues ou reconnues avant l'entrée en formation. Ça, c'est une des difficultés qu'on rencontre, notamment par rapport à ce que disait aussi Elisabeth en termes de temporalité ensuite pour essayer de bosser sur les compensations ou les aménagements. Et puis, le relais d'information entre les différents acteurs n'est pas toujours opérationnel. C'est-à-dire que parfois, il y a des contacts qui se font en DRAGES, qui n'arrivent pas toujours jusqu'à l'OF et réciproquement. Donc, voilà, il y a encore du boulot aussi à faire de mise en lien des différents acteurs. En attendant que la diapo suivante passe, si je peux me permettre, juste pour juste rappeler pour que ce soit, parce qu'on l'a pas fait en introduction, puisque c'était le handicap en fait. Le handicap, c'est pas la pathologie. Donc ça, c'est vraiment important de le dire. C'est vraiment la rencontre entre une personne qui a voilà, des altérations de capacité suite à une pathologie, suite à un accident de la vie. Ça peut être aussi une problématique de naissance, parce que les 10, ils n'ont pas forcément eu un accident de la vie au démarrage. Et du coup, c'est une personne qui a des capacités, dont certaines de ses capacités sont altérées, ça peut être cognitif, moteur, etc., et un environnement. Donc, dans le repérage, l'idée, c'est aussi peut-être d'identifier. En fait, les personnes, elles ne peuvent pas, c'est compliqué pour elles de dire parfois en amont ce dont elles vont avoir besoin, parce qu'elles ne savent pas l'environnement dans lequel elles vont être confrontées. Elles ne savent pas exactement, concrètement, comment vont se passer les choses. Donc, c'est peut-être aussi en analysant un petit peu, en repérant dans leur passé les environnements dans lesquels elles ont rencontré des difficultés,
qui peut permettre aussi d'attirer l'attention. Parce que le risque un peu dans ces métiers du sport, c'est qu'on se focalise sur le physique. Et comme le disaient certains, voilà, tout ce qui est handicap, entre guillemets, invisible, passe à la trappe. Or, parfois, après, pour encadrer des groupes, etc., ça peut être, il y a peut-être certaines typologies de handicap qui peuvent poser problème après. Donc, c'est important d'avoir ces notions-là en tête également. Voilà, c'est juste ça. Merci Pascal, et c'est tout à fait juste. En tout cas, nous, c'est des situations qu'on rencontre de manière de plus en plus fréquente avec des troubles psy, troubles du comportement, troubles 10, beaucoup plus que sur du handicap moteur ou sensoriel. Et les troubles de l'attention aussi. Effectivement. Alors, une fois que vous avez repéré une situation, que ce soit parce que le candidat ou le futur stagiaire vous a contacté, parce que vous l'avez repéré sur les TEP, parce que votre collègue de la Dragès vous a appelé, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on peut préconiser? Comment on peut adapter? Donc là, on a essayé de vous proposer une petite marche à suivre en 4 temps, avec le premier temps qui concernera un entretien individuel avec le futur stagiaire. Le deuxième point qui sera d'organiser un temps plus global avec différents acteurs, puis d'identifier collectivement les aménagements nécessaires et leur financement, et enfin de réaliser un suivi des compensations et de leur mise en œuvre. Donc sur ce premier point, proposer un entretien avec le stagiaire, je pense, Pascal, que tu pourras, Pascal et Catherine, Carole et Catherine, que vous pourrez refaire le lien sur comment on mène un entretien et la prise en compte importante de l'environnement aussi, comme le disait Pascal, dans lequel évolue le stagiaire. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de schéma généralisé pour l'entretien, puisque chaque situation de handicap rencontrée est particulière et puis est propre aux candidats qui souhaitent s'engager dans un parcours de formation. De manière générale, c'est vrai qu'on essaye de mieux cerner ses besoins, ses attentes. Moi, pour cela, je m'appuie beaucoup sur les textes, sur les arrêtés de mention, parce qu'il y a un déroulé qui est très précis sur les attendus du métier, sur comment se passe l'alternance, sur les TEP, sur les certifications. Et c'est vrai que c'est déjà une prise d'information avec un angle assez nouveau pour le candidat qui n'a pas forcément toutes ces informations-là. Et c'est un échange qui a du sens entre sa situation propre et puis le métier qu'il souhaite, dans lequel il souhaite exercer, et le parcours de formation qui est le chemin obligatoire pour l'obtention du diplôme. Donc, comme je disais, il n'y a pas de schéma type. Ce que j'essaye de savoir, c'est vers quel organisme de formation il souhaite se tourner. Savoir aussi s'il a un moyen de subventionner son parcours de formation. Et puis, on s'arrête énormément également sur sa situation de handicap, à savoir comment est-ce qu'on peut l'adapter au parcours de formation et également par rapport à la finalité qui sont les épreuves certificatives. À partir de là, c'est vrai que ce qui nous pose question également, c'est à savoir si l'organisme de formation peut accueillir ces candidats en situation de handicap. Et c'est là que le lien à avoir justement avec les organismes de formation et avec l'AGFIP également, pour mettre en place des formations actives. C'est vrai que 2022, ça va être un nouveau tournant, en tout cas pour la Dragès Île-de-France, avec la nomination de ces référents handicap sur l'ensemble des organismes de formation. Je sais que sur certaines régions, ils sont déjà plus avancés avec ce lien entre OF et Dragès, mais voilà, il y a un gros travail par rapport à ça. Et c'est vrai que je suis parfois contactée aussi par des prestataires support qui suivent ces candidats, qui les appuient dans leur démarche de parcours professionnel. Et ça reste également un soutien dans le cheminement du candidat pour asseoir au mieux ses envies, ses adaptations, pour aménager au mieux son parcours de formation. Carole, tu veux rajouter quelque chose ? Moi, je pense que Pascal peut peut-être rajouter sur les documents que la GFIP a fait. C'est des documents au niveau national. C'est un guide. Du coup, on peut quand même suivre. C'est une base pour suivre l'entretien aussi.
Je pense qu'on va le document de la GFIP, on l'enverra en même temps que le PowerPoint. Parfois, la GFIP, dans les régions, met en place des actions aussi spécifiques d'accompagnement. Pour les EF. Oui. Ouais. Et notamment pour expliquer, là, nous, on a une journée sur la question du handicap avec la rencontre des partenaires, notamment du PASS, hein, qui est un dispositif de la GFIP, mais sur aussi comment accompagner le coût contrat aussi pour les apprentis. Enfin, au niveau régional, il y a pas mal dans les régions, il y a pas mal comment dire, de choses qui se passent et se rapprocher pour les adapter, parce que je pense qu'il faut expliquer aussi à la GFIP la complexité de nos métiers et surtout de nos formations, et notamment de tout ce qui est très réglementé et qui amène dans nos demandes d'aménagement la présence de la DRAGES, par exemple, sur toutes les étapes d'aménagement. C'est ça. Il y avait une demande de prise de parole de Dorothée Host. Dorothée, Oui, bonjour, merci. Je suis en SDJES 54, donc service départemental. Petite question, quand vous parlez d'entretien, l'entretien, c'est fait au niveau de la DR. Donc, nous, au niveau départemental, on a juste, entre guillemets, juste, hein, c'est un bien grand mot parce qu'on peut déjà informer, mais normalement, cet entretien se fait au niveau de la DR, c'est ça? Ça pourrait être auprès d'un service départemental. Moi, j'ai eu un collègue qui m'a réorienté, un jeune qui le suivait dans le cadre du Sésame, par exemple, et qui était en situation de handicap et qui voulait rentrer dans un BP GEPS. Donc, on a fait le lien comme ça. Il n'y a pas de... D'accord. Il n'y a pas de hiérarchie, en fait. Il n'y a pas de process, non, voilà, du tout. Soit c'est les crêpes, soit c'est les DD, DR. Voilà. Et pour répondre à la question d'Isabelle, oui, les crêpes, c'est obligatoire d'avoir un référent handicap. Il y a un arrêté qui est sorti. Et Calliope l'oblige, et l'apprentissage aussi. Sur l'apprentissage aussi, et notamment les CFA sont censés avoir un référent handicap. Après, ce n'est pas forcément opérationnel dans toutes les régions, en tout cas à l'heure actuelle. Et ça va progresser, en tout cas probablement. Donc, concernant l'entretien, on vous enverra avec le compte rendu des outils qui, comme le disait Carole, ont été élaborés par la GFIP et qui peuvent servir en tout cas de documents ressources. Et comme le disait également le collègue de La Réunion, sur ces entretiens, on aborde rarement la question du handicap ou de la déficience ou des troubles en elle-même. On pose plutôt des questions autour de l'environnement, des déplacements, est-ce qu'il y a eu d'autres adaptations qui ont été mises en place de manière antérieure sur une autre vie professionnelle ou dans la scolarité. Ça nous donne déjà plein d'indicateurs pour voir aussi ce dont le stagiaire pourrait avoir besoin. Ce qui permet de faire le lien, à part si quelqu'un souhaitait compléter, avec la diapo suivante, qui est d'organiser un temps d'échange plus global avec les différents acteurs, en lien avec donc Elisabeth et Pascal. Ouais. Je ne l'ai pas dans cet ordre-là, mais... alors, comment adapter, organiser les temps d'échange? Alors, pour moi, il y a plusieurs acteurs. Hein, il y a le médical et le social. On est soumis, sur chaque décision, en tout cas en DRAGES, que l'on prend, on est soumis à un avis médical. Pour autant, nous, et je rejoins Pascal dans ce qu'elle disait tout à l'heure, on entre aussi tout l'aspect environnemental et social, je vais dire, socio-professionnel, parcours, projet. Enfin, on rentre un petit peu tous ces acteurs-là pour essayer d'être de rendre des décisions d'aménagement le plus adaptées possible. Alors, comme nous, on n'a pas de médecin agréé, ce que je vous disais tout à l'heure, on a conventionné avec un centre de rééducation où on a un professeur de sport, donc de CARPAP, on a
un psychologue du sport, le médecin rééducateur dont je parlais tout à l'heure, et puis la personne qui est sur l'insertion socio-professionnelle. Et on fait des bilans trimestriels sur les situations qui sont en cours, enfin les personnes qui ont bénéficié d'aménagement ou qui demandent à bénéficier d'aménagement, pour voir si on est sur des aménagements simples ou des aménagements plus complexes, puisque aucune situation, ce qu'on disait tout à l'heure, n'était comment dire, identique. Et quand ils ont besoin de faire un bilan plus particulier, ils vont sur des dispositifs de droit commun pour faire des bilans plus fins. Et du coup, quand on se rencontre tous les trimestres, on a un avis pluridisciplinaire. Voilà en tout cas, nous, comment on a fait notre lien avec le médico-social. Avec les institutions, on est actuellement en relation avec la GFIP. On a une journée de formation, mais on va faire des temps par Zoom aussi d'information autour des financements. Et on a décidé ensemble de travailler autour de la communication pour pouvoir communiquer autour des lieux où les jeunes ou les moins jeunes en situation de handicap pourraient accéder à nos formations et sur lesquelles ils n'osent pas parfois lier, enfin, ils n'osent pas encore, ils n'osent pas penser qu'ils puissent rentrer dans nos formations. Avec les OF, on a beaucoup de relations avec le corps d'eau de la formation, et sur les référents, tout dépend si le référent est un corps d'eau ou si c'est un personnel administratif. Si c'est un personnel administratif, on va être beaucoup plus sur la déclaration d'aménagement et le lien comment dire, quand on aura pris une décision. Donc voilà un petit peu, et puis on essaie en tout cas nous de communiquer. On a fait des séminaires dernièrement avec les OF pour leur dire qu'à la Dragesse, il y avait un référent handicap qu'ils pouvaient solliciter pour les accompagner aussi. L'objectif aujourd'hui pour nous, c'est d'impulser et que demain, les organismes de formation puissent être autonomes en tout cas avec les acteurs. Et les acteurs qui pourront solliciter et du coup, ils pourront être aussi à l'origine, certains le sont déjà, à l'origine de l'organisation des temps de travail réguliers, parce qu'on fait un suivi aussi des stagiaires. Voilà. Pour nous. Pascal? Alors moi, je ne sais que rajouter, parce que c'est vraiment une bonne pratique en Bretagne. On insiste beaucoup sur l'importance, en fait, effectivement, de croiser le regard sur une situation de handicap, parce que c'est comme ça qu'on adapte de manière la plus ajustée possible, probablement la plus raisonnable aussi possible. Et c'est vrai que c'est cette association de regard. Alors, ce qu'il y a en Bretagne, c'est bien parce qu'il y a déjà un regard pluridisciplinaire médico-social qui est construit, qui est déjà préconstruit. Donc, quand il y a des choses comme ça qui sont préconstruites, c'est super. Mais sinon, effectivement, ces regards qui vont pouvoir permettre de poser un regard, bon, évidemment, sur la personne et puis comment se traduit pour elle le handicap, mais aussi le contexte de la formation, l'environnement aussi personnel, social de la personne, le cadre pédagogique qui est proposé, le cadre physique. Et en fait, voilà, et tous ces acteurs-là, ils viennent apporter leur regard un peu spécialisé au regard de ce que chacun fait quotidiennement. Et c'est vraiment en croisant l'ensemble de ces regards qu'on va pouvoir identifier ce qu'il est possible de faire aussi en fonction des contraintes réglementaires, législatives, etc., ou des contraintes d'organisation de l'organisme de formation. Mais du coup, et d'avoir quelque chose de ce qu'on appelle de raisonnable, d'un aménagement raisonnable, mais en même temps, porté par des regards croisés. Merci Pascal. Pascal, tu disais tout à l'heure que le référent handicap n'était pas forcément un mouton à 6 pattes.
Et effectivement, les dispositifs sont quand même très variés et très complexes et on ne peut pas tous les connaître. Par contre, il y a plein d'acteurs autour de nous qui peuvent compléter nos pratiques et nous aider. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de pouvoir travailler avec différents acteurs, chose qu'actuellement on fait relativement peu. Donc, Elisabeth, ils ont un exemple vraiment de bonne pratique et c'est vraiment chouette ce qu'ils ont réussi à mettre en œuvre. Mais pour l'instant, c'est assez, comment dire, on ne peut pas dire que que cette procédure soit établie sur l'ensemble du territoire national et ça serait vraiment quelque chose à promouvoir. Par ailleurs, vas-y, tu voulais… Non, oui, je disais que c'est pour ça qu'en fait qu'on a essayé de créer ce réseau des ressources handicap formation. Moi, à chaque fois, je dis c'est un réseau qui est là pour refaire le lien parce que enfin, voilà, au niveau des partenaires institutionnels, encore une fois, souvent on finance des dispositifs, on finance des actions et on a du mal à financer du lien et le financement d'un acteur qui va aider, en tout cas, le référent handicap à trouver voilà, faire le lien aussi avec son environnement, ça nous paraissait important en fait. Et c'est vrai que… En Bretagne, c'est vrai que nous, ça fait 2 ans qu'on y travaille à cette question. On a essayé l'accompagnement individuel, mais qui n'était pas totalement satisfaisant. Ce système, on vient juste de le mettre en place, donc on fera un bilan aussi. Après, on a aussi un DRAGES et un chef de pôle qui a fléché un financement pour ces temps. C'est 4 temps de 3 heures dans l'année, mais ces 4 temps de 3 heures, ça débloque souvent des situations, puisque, quoi qu'il en soit, les personnes sont accompagnées dans le cadre du droit commun. Mais c'est vraiment l'aide à la décision qui est hyper importante dans ce regard croisé. Et comme les organismes de formation sont invités aussi à venir présenter, on est sur une acculturation commune. On va pouvoir revenir aussi sur cette question du médecin, puisqu'elle suscitait pas mal de questions et ça fait vraiment partie aussi des évolutions réglementaires qu'il faudra qu'on puisse porter collectivement. Les collègues du ministère étant déjà sensibilisés à ces questions, puisqu'on a déjà échangé avec eux, puisqu'actuellement, c'est une partie des décisions d'aménagement doivent être soumises à l'approbation d'un médecin agréé. Chose qui n'a pour autant pas toujours de sens. D'une part, parce qu'il n'y a pas forcément des médecins agréés, on l'a déjà dit, sur l'ensemble des territoires. D'autre part, parce qu'un médecin FFH ou FFSA va être très spécialisé sur du handicap moteur, sensoriel ou cognitif, mais pour autant, pas toujours sur les troubles psy, pas toujours sur les troubles 10, et qu'en fait, ils ne peuvent pas apporter… En plus, ils sont très spécialistes de l'adaptation de la pratique sportive, mais souvent, ils ne connaissent quand même pas grand-chose à la formation. C'est une réalité, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est simplement ce qu'on peut rencontrer au quotidien. Mais comme ça m'agace, je vous le fais partager. Il y en a 2 qui ont levé la main, à qui on donnera la parole. Et néanmoins, on voit qu'avec les collègues des DRAGES, on arrive à faire le lien avec d'autres acteurs qui gravitent autour du stagiaire, que ce soit justement son médecin généraliste ou le psychologue, avec des avis en fait… qui sont importants et qui peuvent être pris en compte dans la validation des aménagements. En tout cas, officiellement, si on suit le code du sport, on ne devrait pas pouvoir le faire, mais on se rend bien compte dans les pratiques que c'est quelque chose qu'on peut proposer parce que ça a plus de sens. Voilà. Peut-être Florence Nicoulot, je ne sais pas si c'est en lien avec le sujet dont on parle maintenant. Oui, bonjour. Oui. Je fais partie des services départementaux jeunesse, engagement et sport du Doubs. Alors moi, je suis plus un acteur de terrain et notamment en charge de la réglementation. Et je me posais la question si toutes les formations étaient éligibles à ce dispositif. Alors c'est possible que vous ayez répondu, mais j'ai eu une coupure, j'arrivais plus à me connecter, donc je viens de vous revenir. Et puis, deuxième question, moi, je me pose la problématique d'assurer la sécurité des usagers. Une fois que ces personnes en situation de handicap vont être diplômées, il faut que sur le terrain, elles puissent assurer la sécurité des usagers, et notamment sur les personnes qui sont porteurs d'un trouble psychique ou mental. J'ai l'impression que ça peut être une difficulté de pouvoir adapter sur le terrain, afin de pouvoir apporter cette sécurité sur le terrain. Je vous donne clairement un cas concret. Actuellement, là, je suis en difficulté avec un
maître nageur de mon département qui a développé des troubles psychiques et pour lesquels son administration, enfin son employeur a énormément de mal à pouvoir le mettre de côté parce que il a toujours un certificat médical d'aptitude, il a toujours et par contre ses collègues sont très inquiets quant à sa capacité à pouvoir exercer en toute sécurité et à apporter la sécurité exigée aux usagers. Donc voilà, c'était cette question qui me paraissait un petit peu, qui me paraissait être un point important à aborder. C'est très compliqué. Qui veut répondre? Moi, je vais essayer. C'est très compliqué le handicap psychique parce que il peut avoir des temps de décompensation et d'autres temps non. Après, il faut que le diagnostic soit vraiment posé avant de dire qu'il a des troubles ou qu'il a un handicap psychique. Après, j'ai presque envie de ramener la responsabilité au médecin qui le met en aptitude. Au travail, s'il le met en aptitude, c'est qu'il doit penser que le stagiaire ne présente pas de dangerosité. Ce serait compliqué pour nous de mettre des restrictions quand on n'a pas d'alerte. Nous, quand on va travailler sur les restrictions, c'est parce qu'il y aura eu toute l'évaluation tout au long de la formation. Par exemple, là, actuellement, on a un stagiaire qui est sur les métiers de la forme qui est hémiplégique. On sait pertinemment qu'on va mettre des restrictions par rapport à un plateau technique parce qu'il ne peut pas soulever une charge seul si jamais il y a quelqu'un qui est en difficulté avec une grosse charge. Et en même temps, donc, il y aura une restriction sur cette question-là qu'on va… alors là, c'est une question qu'on est en train de se poser, mais qu'on cherchera à trouver avec le ministère. C'est où est-ce qu'on met la restriction? Est-ce que c'est sur le diplôme pour que ça puisse apparaître sur la carte pro? Là, on ne sait pas encore. Et en même temps, le projet professionnel de la personne, c'est qu'il travaille, il a eu il a fait beaucoup pour lui d'haltérophilie et autres, et que du coup, il connaît le métier et qu'ils veulent, dans la salle où il travaille, ils veulent ouvrir une mention handisport, une partie handisport. Donc, ça a du sens dans son parcours professionnel pour lui. Donc, il y aura une restriction autour de la sécurité, mais dans le cadre où il va travailler. D'accord, donc on aurait des diplômes avec des sortes d'options en fonction plutôt des restrictions en fonction du handicap de chaque personne. C'est davantage des restrictions en fait, mais ça, il ne faut pas que ce soit un candidat fantôme, il faut qu'il ait engagé une procédure d'aménagement pour qu'on soit au courant. C'est vrai que s'il n'y a pas ça, il n'y aura pas de restrictions à l'arrivée. C'est ça. Alors après, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant de la façon dont on fait les cartes professionnelles, mais on n'a pas la main sur les diplômes qui y figurent. C'est via le tableau des diplômes qui figure en annexe du Code du sport. Et c'est déjà très complexe. La porte d'entrée de ces diplômes, maintenant, c'est par discipline. Si en plus on doit rajouter des diplômes avec des restrictions, les gens vont vraiment s'y perdre. Et sachant qu'en plus, dans les salles de remise en forme ou dans tout type d'établissement, le diplôme doit être affiché, la carte professionnelle doit être affichée, et c'est pas très lisible en fait. Après, moi, mon intervention, elle est sur la difficulté de quelque part vendre du rêve à des personnes qui, à l'arrivée, sur le terrain, vont plus pouvoir exercer. Alors là, la situation dont vous me parlez sur cette personne qui prépare les métiers de la forme, la remise en forme, ça a du sens parce qu'il a un projet professionnel qui se profile. Mais vous voyez, je vais faire le parallèle, alors je ne devrais pas, mais avec des personnes, parfois je suis contactée par des associations d'aide aux prisonniers qui ils souhaiteraient rentrer dans une formation pour être éducateurs sportifs, sauf que leur état font que, de par le fait de ne pas satisfaire l'honorabilité, ils ne pourront jamais être éducateurs sportifs. Donc à un moment donné, c'est plus moi sur la réalité pratico-pratique de terrain où on va se trouver dans des difficultés dans ce sens. Et c'est pour ça que l'entretien, en fait, est important, parce que lors de l'entretien, avant que le candidat ne rentre en formation, on aborde tous ces sujets-là. On aborde les restrictions, on aborde le parcours. Et l'employabilité de fait. C'est ça. Après, on n'est pas sur l'honorabilité des détenus qui peuvent aussi ils peuvent faire effacer leur casier judiciaire. Hein, donc, oui. Donc,
C'est très complexe. De toute façon, on n'a pas aujourd'hui, en tout cas, nous, en Bretagne, on n'a pas encore de réponse, puisque la question des restrictions vont se poser en mois de juin. Donc, on avance un petit peu à vue pour l'instant sur cette question-là. Il y a deux éléments de contexte qu'on peut prendre en compte. Le premier, c'est quelque chose qu'on avait effectivement fait remonter lors de nos premiers échanges avec le ministère quand on avait amorcé ces travaux-là. Et la question, effectivement, des limites de prérogatives restait à éclaircir. Donc là-dessus, il y a un vrai champ encore d'investigation. Et c'est la même chose sur des handicaps évolutifs, parce qu'il peut y avoir très bien des situations avec des maladies dégénératives qui peuvent, des états de santé qui peuvent s'empirer, ou au contraire s'améliorer. Donc, comment on fait quand une carte pro est valable 5 ans, etc. Donc, ces questions-là, elles sont pas encore tranchées, mais on s'est dit, on continue quand même d'avancer, parce que sinon, en fait, si on attend que ça bouge de ce côté-là, on aura du mal à faire bouger les choses. Cela dit, c'est vrai aussi, comme le disait Catherine, que l'entretien du coup de démarrage, il est primordial pour effectivement vérifier autant que faire se peut, parce qu'on ne peut pas tout border, la possible employabilité, puisqu'actuellement nos diplômes sont faits en 4 UC et que si le stagiaire n'obtient pas ses 4 UC, il n'obtient pas son diplôme. Ça va peut-être pouvoir évoluer aussi avec l'évolution des diplômes en bloc de compétences, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir des stagiaires en situation de handicap qui soient aussi brillants sur tous les aspects d'agent de développement dans un club, d'événementiel, de promotion, en gros qui correspondraient aux UC1-2 d'un BP actuellement, et qui pour autant ne puissent pas forcément encadrer du public en toute autonomie. Actuellement, on ne peut pas le faire. Dans les années à venir, on devrait aussi pouvoir le faire. Donc ça va peut-être aussi changer un peu la donne par rapport à ces difficultés liées à l'encadrement pédagogique. Je vous prie de m'excuser, je vais être obligée de vous quitter. J'ai une autre obligation. Bonne continuation pour la fin. Je me tiens à si besoin. Merci. Merci beaucoup, Elisabeth. De toute manière, donc sur le PowerPoint, il y a tes coordonnées. Donc, en effet, tu es une personne ressource sur le sujet. On en est convaincu. Merci beaucoup. Allez, à plus tard. Moi, ce que je voulais dire, en effet, qu'il y a en effet 2 sujets qui sont liés à la réglementation du Code du sport. Les 2 articles, pour le coup, que j'ai donnés en début de réunion sur la question l'avis du médecin, qui, en effet, globalement, on voit bien qu'en Drages Bretagne, en fait, on respecte l'esprit de la loi de 2005, mais pas trop, en fait, le code du sport stricto sensu, parce que c'est compliqué d'avoir un avis du médecin handisport ou sport adapté en fonction des régions. Et pour faire le lien avec le chat de Margot Orlemans qui pose, est-ce qu'il y a une convention avec la maison la MDPH? C'est peut-être encore plus compliqué s'il y a une convention avec la MDPH en termes de délai. Donc voilà, ça c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, pour le coup, c'est la question des prérogatives d'exercice. En effet, on en est conscient. Et donc, pour le coup, tout ce travail, le travail qu'on mène de manière globale avec les intervenants que vous avez là, c'est aussi pour éclairer la direction des sports sur des éventuelles évolutions, je dirais, de la réglementation. On continue peut-être carrément sur les... Il y avait d'autres questions sur cette équipe, ces équipes pluridisciplinaires finalement. Alors, sur le il y avait des questions dans le chat ou des prises de parole? Sur le comment adapter, on voulait aussi vous donner un éclairage sur en fait quelles pouvaient être les compensations qui pouvaient être proposées et les différents soutiens. Et donc, il y avait Elisabeth et Pascal. Donc là, c'est Pascal qui va prendre le relais. On reviendra en soutien, t'inquiète. Ouais. Bon, là, c'est juste une petite présentation effectivement des types d'adaptations qui sont couramment pratiqués. Alors, le premier point, c'est peut-être pas une compensation, mais c'est comment on fait pour générer un accès au droit, en fait, pour justement bénéficier des financements nécessaires. Ou la RQTH, par exemple, elle est obligatoire pour pouvoir bénéficier d'une majoration d'éco-contrat et du coup
des 4 000 euros, du plafond des 4 000 euros que peut octroyer un OPCO pour venir compenser le handicap d'un apprenti. Donc, c'est important. Donc, il y a tout ce qui est effectivement accès au droit et puis peut-être appui aussi externe à la personne en cas de besoin. Donc, ça peut être le référent insertion ou ça peut être d'autres types d'appui médico-social, etc. Et puis après, il y a toutes les adaptations plus en lien avec du coup le contexte de formation. Donc, tout ce qui peut être d'ordre technique, numérique, etc. Mais en intégrant aussi tout ce qui peut être aide au déplacement, parce qu'effectivement, la personne, pour certaines personnes, il faut déjà se lever le matin, se préparer, etc. Elles arrivent beaucoup plus fatiguées que d'autres publics en formation. Il peut y avoir aussi des éloignements géographiques, etc., qui fait il faut prendre l'ensemble du contexte en compte. Et puis après, tout ce qui est plus en lien avec la pédagogie au sens large. Donc, comment on pense ou on repense ces pratiques pédagogiques, ces outils pédagogiques, ces supports pédagogiques, peut-être éventuellement en fonction de certaines déficiences. On parlait des PIS tout à l'heure, mais bon, voilà, c'est aussi valable pour d'autres typologies de besoins. Et puis éventuellement, en complément, il peut y avoir besoin d'aide humaine. On pense beaucoup, par exemple, à des personnes éventuellement sourdes, etc., qui auraient besoin, en certains temps de la formation, d'un interprète, ou bien quelqu'un pour prendre des notes, ou quelqu'un pour venir soutenir les apprentissages aussi. Et puis tout ce qui est effectivement faire en sorte que le collectif à la fois de stagiaires et de formateurs comprennent bien en fait le sens de ces aménagements, le pourquoi de ces aménagements, qu'il ne s'agit pas d'avantager la personne, mais bien de gommer un désavantage. C'est pas, que si la personne elle a un fauteuil et un ordi, c'est pas parce que c'est pas pour lui donner plus de chances, mais pour lui donner les mêmes chances que les autres. Et puis, tout ce qui est adaptation réglementaire, des thèmes, des épreuves, etc., auxquelles il faut penser également. Je rajouterai aussi tout ce qui est restauration, éventuellement, s'il y a tout ce qui concourt, en fait, aussi au bon déroulement de la formation. Merci Pascal. Alors, les dispositifs, ils sont quand même vraiment complets, mais aussi très diversifiés. Peut-être qu'on pourra vous mettre le lien aussi du guide Méthodia qui reprend un ensemble des compensations qui peuvent être proposées pour que vous puissiez en avoir connaissance. Il y a peut-être d'autres outils que les collègues veulent partager aussi, sachant qu'à nouveau, si vous avez fait ce travail en amont de réunion collective, les autres prestataires prestataires ou partenaires plutôt, ont dû aussi vous indiquer quels étaient les dispositifs qui pouvaient être mis en œuvre. Il y avait une question sur le niveau de prise en charge, notamment du matériel, Pascal, par la GFIP. C'est quoi la question exactement? C'est quel est le niveau de prise en charge? En fait, s'il y a besoin d'un ordinateur, s'il y a besoin d'un matériel en fait, spécifique, quel est le niveau de prise en charge? Est-ce qu'il y a des règles qui sont homogènes ou c'est en fonction des régions? Oui, alors on est en train de les mettre en place parce que c'est vrai qu'on veut développer la compensation du handicap en formation. Après, tout ce qui est outillage, c'est un peu compliqué parce que nous, on intervient en stricte compensation du handicap. Donc, si on part du principe que tous les stagiaires, aujourd'hui, c'est à peu près normal d'avoir un ordinateur, on ne va pas forcément financer l'ordinateur. Par contre, on est en train de mettre en place des plateformes de prêt en fait, dans l'ensemble des régions. Parce qu'effectivement, certains ordinateurs peuvent être insuffisants en termes de puissance pour mettre certains logiciels en fait, sur les ordinateurs. Donc voilà, s'il y a certaines plateformes de prêt qui dans certains cas, vont en venir prêter les ordinateurs. Mais on n'est pas sur l'équipement un peu standard en termes de formation, ni sur l'équipement du centre. Donc, ça va plutôt être… on va regarder ce qui a trait vraiment à la compensation du handicap. Nous, on n'a pas de…
on n'a pas de montant de prise en charge, voilà, en tout cas financé à l'organisme. On a différents types d'aides, en fait. Je ne voulais pas rentrer dans tout ce système, parce qu'effectivement, on a des aides à la personne, où là, il y a des montants maximum qui sont sur certaines aides, et on a des aides à l'organisme de formation. On a une aide à l'adaptation des situations de formation pour l'organisme de formation. Donc, si la personne, puis là, on l'a fait pas mal pour le Covid, en fait, etc., pour faciliter le travail à distance pour tous les apprenants. C'est vrai que si, en raison du handicap, il y a besoin d'un ordinateur plus puissant, etc., on peut éventuellement actionner une aide technique à la personne, parce que c'est quelque chose qui va garder au-delà de la formation, etc. Mais en même temps, voilà, ça reste très spécifique par rapport à la compensation. On va toujours regarder cette question de la compensation du handicap. Donc, sur aussi des logiciels spécifiques, adaptés, il y a éventuellement une prise en charge. Et au niveau du matériel sportif, Après, je pense qu'on peut en parler avec Carole si on veut donner des exemples. Mais par exemple, un stagiaire, pareil, en situation d'hémiplégie avec une prise de notes difficile. Et du coup, la GFIP a contribué à l'achat d'un logiciel de diction pour le rendu de ses travaux, en fait, il puisse les dicter et que ça puisse s'inscrire directement sur l'ordinateur. Carole a sûrement d'autres exemples aussi. Oui, mais comme disait Pascal, en fait, c'est difficile parce qu'on va rentrer individuellement par rapport à la personne, quoi. Donc, en fait, moi, j'utilise beaucoup les passes pour avoir les aides, le plan individuel spécifique pour le stagiaire. Mais c'est sûr, c'est différent pour chaque stagiaire. Donc, c'est difficile de répondre à cette question. Après, moi, j'ai eu oui, des fauteuils de financés, j'ai eu un kayak financé, mais parce que c'était par rapport à l'employabilité et à la pathologie de la personne qui était en contrat d'apprentissage aussi. Après, l'avantage du contrat d'apprentissage, c'est qu'il y a aussi les euros de l'OPCO éventuellement en complément. Et qu'en fait, voilà, on est en train de progressivement, on va monter des plateformes de prêt de matériel pour faire en sorte qu'on soit sur des choses mutualisables aussi. Par exemple, voilà, si le logiciel est la propriété d'une plateforme, on peut aussi donner l'accès au logiciel sur un temps donné de formation à la personne et puis après le donner à d'autres. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer de mutualiser un petit peu tout ce qui concerne les aides techniques aussi auprès de plusieurs stagiaires ou apprentis suivant les cas. Ce qu'on a pu constater, et on en parlera, excuse-moi Pascal, juste après, c'est qu'en fait, les adaptations ou les compensations qu'on peut mobiliser, elles ne sont pas identiques en fonction du statut du stagiaire. C'est-à-dire que si vous avez un stagiaire en apprentissage, ce ne sera pas forcément les mêmes dispositifs que vous allez pouvoir mobiliser que si c'est un stagiaire en contrat pro ou un demandeur d'emploi. Et voilà, du coup, c'est vrai que ça, c'est un petit chantier à déblayer pour pouvoir, au départ, s'y retrouver et savoir qui on peut mobiliser en fonction du statut du stagiaire. On est en train d'essayer de faire des tableaux récap là-dessus qui seront bien utiles à tout le monde. Et je voulais juste aussi ajouter en complément par rapport au volet sensibilisation des stagiaires, des formateurs et des acteurs de l'alternance. C'est vrai que souvent, on essaye de bosser avec les formateurs, mais on accompagne parfois peut-être pas suffisamment les acteurs de l'alternance, donc les tuteurs ou les élus qui sont dans les clubs ou les structures. Et on peut aussi mobiliser des prestations d'appui spécifiques pour qu'ils puissent être au plus près du terrain et sensibiliser aussi le club ou la structure dans laquelle le stagiaire est en alternance pour expliquer quelles sont les conséquences en fait, de ces difficultés et quels sont les leviers en fait, pour l'accompagner au mieux. Est-ce qu'il est possible peut-être de dire deux mots justement de ces passes, de ces prestations d'appui spécifiques, pour le coup, parce que je ne pense pas que tout le monde a le même niveau de connaissance. Les passes, voilà ce qu'on appelle les passes spécifiques, ce sont des prestations qui sont financées par la GFIP et
PHFP, pour venir qui sont spécifiques en fait, l'idée, c'est de mettre à la disposition des référents de parcours, des organismes de formation, des experts du handicap, en fait. Donc, c'est par typologie de handicap. Donc, on a du moteur, du sensoriel, des passes cognitifs, psychiques, mentaux, qui permettent d'apporter un appui expert. Souvent, ce sont des associations qui sont spécialisées sur ces champs du handicap qui interviennent et qui ont des équipes de spécialistes et qui viennent donner un éclairage justement par rapport aux répercussions de la déficience ou de la maladie sur l'environnement de travail, de formation ou en recherche d'emploi. Voilà, donc ils sont mobilisables en grand. Alors, je sais que ça diffère. Nous, on est quand même pas mal régionalisé, donc certaines régions ont aussi la capacité de choisir le degré d'ouverture de la mobilisation de ces prestataires. Mais en règle générale, ils sont mobilisables par les référents de parcours, Cap Emploi, Pôle Emploi, Mission Locale. Donc, un OF qui est intéressé, quelle est la procédure pour bénéficier en fait de cette aide? Alors, il faut remonter normalement sur un référent de parcours. Et si jamais, parce que ça arrive aussi, hein, il n'y a pas de référent de parcours, soit dans le cadre de la situation qui est évoquée, il y a un appui de la RHF et la RHF va pouvoir proposer du coup à l'AGEFIP directement parce que nos collègues au sein de l'AGEFIP peuvent à titre exceptionnel aussi déclencher en fait ces passes. Elles le font à titre exceptionnel, mais quand il n'y a pas du tout de référent de parcours, il est possible de demander à l'AGEFIP directement s'il y a une possibilité de mobiliser cette aide. Oui, parce qu'en tant que référent handicap, on est prescripteur maintenant aussi. En fait, ça dépend des régions. C'est pour ça que je n'ose pas trop le dire. Parce que peut-être qu'en Occitanie, vous l'êtes, mais en fait, ce n'est pas partout. Ouais. Parce que ça reste en fait des dispositifs quand même qui sont un peu… C'est pas complexe, mais un petit peu quand même. Donc, il faut bien comprendre comment les mobiliser. Mais bon, voilà. Après, ça fait partie aussi de ce qui est à l'étude, de voir comment on ouvre… on a une réflexion en cours en disant est-ce qu'on ne peut pas davantage ouvrir l'accès à nos prestations par un plus grand nombre d'opérateurs. Simplement, ce qu'il faut, comme je dis souvent, il faut qu'elle soit facile à appréhender, facile à comprendre, facile à mobiliser. Aujourd'hui, je ne dirais pas forcément que c'est le cas, donc on a progressé aussi, je pense, là-dessus. Un dernier petit mot peut-être sur les adaptations réglementaires, parce que ça faisait aussi partie, je crois, de quelques questionnements. Donc, il y avait les aménagements des TEP, qui les valide et comment ça s'organise. On s'aperçoit quand même que des fois, on est dans des situations où parce qu'il faut absolument faire passer les TEP, on a des TEP qui n'ont pas toujours beaucoup de sens. Donc, peut-être qu'en mutualisant un peu mieux nos pratiques, on pourra l'améliorer. Je laisserai les collègues qui le mettent plus régulièrement en œuvre prendre la parole. Et de la même manière, sur les épreuves de certification, autant en fait sur les parties écrites ou sur des méthodos UC1-2, il y a des choses qui sont mises en place de manière on va dire, assez facile. Autant sur les UC3-4 et sur les aspects PEDA, on a parfois de la difficulté à montrer qu'aménagement ne veut pas dire simplification. Et comme le disait Pascal, que c'est simplement pour passer l'épreuve avec les mêmes chances que les autres. Voilà, je ne sais pas si certains veulent compléter sur ces aspects-là, un peu réglementaire et certification. On peut peut-être ouvrir même, pour le coup, si on arrive un peu à la fin, aux personnes qui écoutent, qui veulent intervenir sur cette question-là, sur les TEP, par exemple, l'aménagement des TEP. Non, personne souhaite intervenir. Non, je voulais simplement t'appuyer un peu, Marion, par rapport à ce que tu disais, qu'effectivement, c'est vrai que lors de l'entretien, le candidat, il arrive un peu
comme s'il était en train de demander quelque chose qui n'est pas justifié, alors que non, c'est simplement pour remettre les compteurs un petit peu en termes d'équité avec les autres candidats, simplement pour appuyer tes derniers propos. Pour répondre à la question d'Isabelle de mutualiser, en fait, actuellement, on est en train de travailler sur un guide. Du coup, on essaye de mettre des exemples, mais c'est vrai qu'on ne pourra pas mutualiser pour tous parce qu'on n'a pas eu tous les cas non plus. En fait, le cas, il doit être vraiment adapté les tests doivent être vraiment adaptés par rapport à la pathologie du stagiaire, quoi. Mais dans ce guide, on a quand même mis des réponses et des solutions, quoi. Et par rapport à la question de Ebel Patrick, ne pas confondre aménagement et simplification. Un exemple, par exemple, pour les TEP du BPGEPS AF, activité de la forme, on a eu un candidat unijambiste, et pour la partie démonstration, musculation et technique, les squats, ils ne pouvaient pas les faire comme une personne valide. Donc, on propose qu'ils gardent le même poids. Par contre, ils ne doivent pas tenir compte de la posture finale et de la posture en demi-flexion. Il n'y aura pas de demi-flexion complète, par exemple, mais on garde le même poids de corps. Donc, c'est un aménagement, une adaptation, mais pas forcément une simplification de l'épreuve. Un autre exemple, par exemple, sur une situation de tennis de table, je crois que c'était pour passer la MSP, où du coup les stagiaires il y a une séance qui est proposée avec un groupe, je ne sais plus si c'est des scolaires, et du coup les stagiaires doivent animer une partie de la séance. Là, il se trouve que c'était un stagiaire avec des troubles cognitifs pour qui la nouveauté est toujours compliquée à appréhender. Par exemple, nous, on lui a plutôt proposé en fait, qu'on puisse faire cette évaluation en structure plutôt que sur un lieu qu'il ne connaît pas, avec un public qu'il ne connaît pas, où en fait tout est nouveau et qu'il n'est pas en mesure de s'adapter dans l'immédiat, quoi. On poursuit? Oui. Il y avait d'autres questions, je n'ai pas vu s'il y avait d'autres choses sur la... Il y a une main levée, Marion. Je ne vois pas, mais, parce que j'ai déjà le PowerPoint, mais donnez la parole. Alors, c'est Juliette Serra. Cara, excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème. Ça a peut-être été évoqué, mais du coup, je reprends un petit peu mon exemple concret de la personne qui est 10, qui est déjà intégrée dans la formation dont je m'occupe. Et j'avais une question très concrète. En fait, est-ce que je dois... donc, pour le moment, elle n'est pas reconnue RQTH. Par contre, on pense qu'il y a des problèmes 10. Comment je dois m'y prendre? Est-ce que je dois d'abord... j'avais pris contact avec une orthophoniste pour qu'elle puisse faire un bilan complet. Est-ce que je dois d'abord déposer un dossier? Quelle est la procédure à faire? Est-ce qu'il faut au préalable que cette stagiaire ait un bilan complet auprès d'une orthophoniste qui m'a même conseillé d'aller voir une orthoptiste avant de faire le dossier MDPH, ou est-ce que je dois d'abord faire un dossier MDPH? Je ne sais pas trop comment, très concrètement, par quoi commencer, en fait. En fait, pour prendre sa décision, la MDPH, pardon, Carole. Vas-y, Pascal. Du coup, pour prendre sa décision, la MDPH, elle aura besoin de toute façon d'avoir les résultats. Enfin voilà, il faut arriver avec normalement des bilans médicaux ou des choses qui attestent des difficultés. Donc voilà, déposer un dossier à la MDPH sans entre guillemets élément de preuve, c'est un peu comme ça quand même. De toute façon, la MDPH ne pourra pas. Oui, il faut que tu fasses le bilan, Juliette, il faut faire le bilan orthophoniste. Et le bilan orthophoniste, et après ça, c'est accepté par la MDPH. Merci beaucoup. Et par contre, après, en termes de support, il y a vraiment beaucoup de choses sur les ressources handicap formation autour justement de l'accompagnement des troubles 10. Et ça, c'est vraiment des choses dont tu pourrais te resservir, Juliette, si tu avais besoin par rapport à ces publics.
On continue? Il nous reste 2 diapos, je crois. On est plutôt bien dans le timing. Alors, du coup, sur la diapo 15, hop. Alors, c'était Elisabeth, Pascal et Frédéric. En tout cas, l'idée, c'était de se dire, bon, une fois que les aménagements ou les compensations ont été mis en place, c'est très bien, c'est déjà une grosse partie du boulot, mais néanmoins, il y a quand même un suivi qui semble indispensable et nécessaire. Je vous laisse en parler. Alors, Pascal, tu veux voir? Oui, en fait, parce qu'effectivement, il faut, enfin voilà, adapter, c'est déjà super. C'est vrai qu'il faut faire en sorte de suivre en fait les adaptations. C'est pour ça que nous on préconise vraiment que si possible, qu'il y ait un plan d'adaptation qui soit formalisé, parce que ça permet de savoir qui va faire quoi aussi, parce que c'est pas le référent handicap qui fait tout, ça peut être des formateurs, ça peut être des partenaires externes qui interviennent au sein de l'organisme de formation, voire en entreprise. Donc, il y a quand même l'ensemble de ces acteurs dont il faut organiser, enfin, voilà, en tout cas suivre le bon déroulement voilà, des appuis. Et puis, tout simplement parce qu'en fait, comme on l'a dit, en amont, au moment où on évalue et au moment où on pose les choses, peut-être qu'on n'a pas réussi à tout prévoir, parce que c'est compliqué de tout prévoir. Et du coup, c'est vrai que de penser à cette structuration aussi, comment je m'y prends pour suivre, être bien au clair sur le qui fait quoi à chaque étape du parcours, et puis de poser des temps ensemble en disant, dès le départ, en disant avec l'ensemble des intervenants, d'avoir des points peut-être réguliers. Donc, on a mis par trimestre, mais où on se pose sur la situation pour voir si ce qu'on a proposé est bien adapté, s'il n'y a pas autre chose, si on n'a pas… Voilà. C'est vraiment aussi des bonnes pratiques sur lesquelles à mettre en place. Oui, non, pour compléter, Marion me demandait en effet de sensibiliser aussi sur la question de l'insertion professionnelle et du lien avec les employeurs. C'est vrai que, on le verra juste après, le travail qu'on va faire sur le guide qui était, dont parlait Carole, c'est vraiment d'être sur la diffusion de bonnes pratiques, mais sur de l'orientation en fait à l'emploi. Et c'est vrai que la question du lien avec les entreprises du secteur, avec par exemple Profession Sport, avec les syndicats d'employeurs, avec le Cosmos, avec le mouvement sportif, tous les employeurs potentiels, pour le coup, il est aussi essentiel, si on est sur l'ensemble du continuum de la professionnalisation de l'éducateur, de vraiment intégrer bien ces dimensions, en sachant qu'on n'a pas forcément une vision objective de l'insertion professionnelle des éducateurs sportifs, puisque l'enquête qui est faite annuellement ne questionne pas en fait la situation de l'éducateur en handicap, du stagiaire en handicap. Donc on ne connaît pas le pourcentage en fait de nombre de formés qui sont en situation de handicap et 9 mois après s'ils sont mieux insérés professionnellement en tant qu'éducateurs sportifs. Donc ce travail-là, il doit être fait aussi par les OF. C'est vrai que c'est vrai que c'est super important parce que de la même manière où quand un stagiaire arrive en organisme de formation, on a besoin de recueillir un petit peu la parole de ce qui s'est passé avant et de la même manière pour la suite. Alors, idéalement, c'est l'emploi, mais ça peut être aussi une suite de parcours de formation. C'est de penser aussi à ce rôle de transmission, en tout cas de cette expérience. Encore une fois, c'est dans un contexte donné, dans une situation donnée, mais de pouvoir penser à transmettre ça, c'est vrai que ça va faciliter d'autant en fait, la suite du parcours et fluidifier la suite du parcours pour la personne. Peut-être juste 2 compléments, puisque du coup, c'était une réflexion qu'on s'était fait avec Catherine, où par exemple, on a été en lien nous, sur une situation pour un stagiaire qui est en centre de formation sur Voiron, mais qui est en alternance en Île-de-France, ce qui fait qu'on était en échange toutes les deux. Et c'est vrai que Catherine me disait, souvent, en fait, on est là au niveau de la Dragesse pour bosser sur les aménagements, mais après, on n'a plus trop de nouvelles. Et c'est vrai que voilà, ça peut être chouette aussi de continuer à
à échanger sur ce qui a été acté à un moment, non seulement pour en faire le bilan, comme disait Pascal, mais pour entretenir la dynamique de réseau aussi. Et puis pour compléter peut-être par rapport à la question, il me semble que c'était Isabelle, mais je n'ai pas le chat sous les yeux, sur est-ce qu'on pourrait mutualiser au niveau des TEP. Donc là, nous, on en parlera après sur les outils sur lesquels on est en train de travailler. Mais se pose aussi peut-être la question d'un espace mutualisé, justement, sur le RNSPF pour tous les référents handicap, puisque là, on est dans le cadre d'un jeudi de la formation. Le RNSPF ou un autre support, mais finalement, quelque chose sur lequel on pourrait aussi échanger, déposer nos documents, ce qu'on a pu faire en termes d'aménagement. Voilà. Après, la difficulté de ce type d'espace, c'est toujours qui le fait vivre et qui s'en occupe. Mais voilà, en tout cas, on l'avait aussi en tête, donc il faudra que vous puissiez nous dire à un moment si ça pourrait correspondre à un de vos besoins. Et on en arrive à la dernière slide. Ah non, j'avais fait un petit récap. Bon, je passe quand même à la dernière parce qu'on en a déjà beaucoup dit. Frédéric, la parole est à toi. Ouais. Alors, j'attends qu'elle arrive. Alors, donc là, on arrive au terme, je dirais, des 2 heures. On serait bien sûr preneur d'échanges postérieurs avec des modules qui pourraient être différents à construire, mais dans tous les cas, en fait, en termes de capitalisation de ce qu'on fait, des échanges qu'on a fait aujourd'hui, mais de manière plus globale, on voit bien que dans le contexte, il y a de plus en plus quand même de demandes fréquentes. On voit bien qu'on est dans un environnement où la communication est de plus en plus précise et étendue sur le sujet, et qu'il y a une vraie prise en compte en fait, de la formation des personnes en situation de handicap. Et donc, dans ce contexte, il y a aussi cette évolution, notamment en bloc de compétences, qui peut être favorable. Et puis, on voit bien que le réseau numérique du service public de formation, de plus en plus de digitalisation et puis d'hybridation des formations. Donc, ce contexte-là, il est plutôt, je dirais, favorable pour travailler ensemble sur le sujet. Alors, peut-être donc le réseau en construction. Donc, Marion en a un petit peu parlé. Il y a la question de la plateforme, sachant que la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de plateformes qui existent. On a du mal à s'y retrouver dans les différentes plateformes, mais il y en a une, Clarolai, en effet, qui est gérée par le réseau numérique du service public de formation. Donc, on pourrait tout à fait travailler sur un certain nombre de contenus, d'outils. Pour le coup, on en a très peu montré d'outils, mais il y a énormément d'outils qui existent, notamment par la GFIP, mais aussi par vous, hein, par les CREPS, par les DRAGES. Il y a plein d'outils qui ont été confectionnés qui sont vraiment intéressants. Il y a le centre d'expertise en sport handicap que je représente, et l'objectif, c'est vraiment d'être sur ce type de dynamique de webinaire, mais aussi d'outillage et d'échanges approfondis sur des thématiques, et notamment particulièrement celle-là, mais ça peut être aussi la question. Moi, je pense que ce serait intéressant de travailler sur un webinaire du même type sur l'offre de formation qui existe, donc pour encadrer les personnes en situation de handicap, pour le coup, qui intéressent fortement les services départementaux. Au jour d'aujourd'hui, on est sur un chantier donc, qui, depuis 1 an à peu près, à l'initiative de la direction des sports, donc, qui a mobilisé la GFIP, qui a mobilisé le ministère de l'Emploi, qui a mobilisé donc, des CREPS, des DRAGES, pour travailler sur un certain nombre de livrables, au-delà de la question purement d'évolution du cadre réglementaire qui pourrait aboutir à ça. C'est-à-dire qu'on a bien vu qu'il y a le code du sport a des spécificités qui ne rentrent pas forcément tout à fait ça c'est mon avis personnel, dans la philosophie de la loi de 2005. Il y a peut-être des évolutions à prévoir. Mais ça, c'est un aspect très juridique. Et l'objectif, là, maintenant, c'est de travailler sur l'outillage. Et de l'outillage et des bonnes pratiques. Et donc, on travaille avec les collègues qui sont intervenus sur un guide à destination des référents handicap, des DRAGES et des OF, plus ciblé sur les organismes de formation publics, mais aussi privés. Donc là, on est en cours en fait de rédaction. L'objectif, c'est d'arriver à la fin du premier semestre à ce que le guide soit validé et soit diffusé.
Il y a également le souhait d'être sur un kit de sensibilisation au métier du sport à destination des prescripteurs. Métier du sport avec toujours le prisme, bien sûr, personne en situation de handicap. Et puis, il y a des formations aussi qui sont mises en œuvre de sensibilisation. C'est d'avoir aussi une connaissance de l'offre de formation, soit en effet à l'initiative d'être sur ce type de formation, sur un format webinaire, mais sur d'autres formats éventuellement à construire. L'objectif de ce jeudi de la formation, c'était aussi de vous informer, d'échanger avec vous, mais éventuellement aussi de vous mobiliser sur ce travail collaboratif. Si vous êtes, vous, intéressé en tant que référent d'un CREPS, d'un établissement, d'une DRAGES ou d'autres partenaires pour travailler avec nous sur ce guide, sur d'autres outils, bon, sachant qu'on n'est pas forcément que sur des outils papier, mais on peut être aussi sur du numérique, on est preneur. Et pour le coup, il y a la toute dernière diapo où il y a les coordonnées de l'ensemble des intervenants. Est-ce que vous avez, puisqu'on a 5 minutes, est-ce que vous avez des prises de parole, des questions aux intervenants, donc que ce soit à Marion, à Catherine, à Carole, bon, sachant qu'Elisabeth est partie, on peut relayer. Et puis bien sûr à Pascal, excuse-moi Pascal. Là pour le coup, vous pouvez prendre la parole, pas forcément dans le chat, mais directement. Oui. Oui, qui est-ce qui prend la parole? Patrick Ebel, service départemental du Jura. Alors, c'était une question qui n'est pas directement en relation avec la formation, l'accueil des stagiaires en formation. C'est une question plus large. J'ai une personne qui est déjà diplômée, qui a eu un accident de voiture, qui a des difficultés d'ordre mental. Elle n'arrive pas à se repérer dans l'espace, elle a des difficultés de mémorisation. Elle est éducatrice, cette personne a un BP AG2F, un BP APT, et cherche à travailler. Et moi, je vois bien qu'elle est difficilement insérable. Et je cherche quelqu'un qui puisse me renseigner sur ce type de handicap qui doit pas être, qui doit être assez fréquent tout de même dans le cadre d'accidents de voiture, dans des séquelles d'accidents de voiture, et qui me permettent de conseiller des employeurs sur la manière d'aménager le poste de travail pour que cette personne-là puisse s'y retrouver, parce que sinon, ça ne marchera jamais. Ça n'a pas marché dans les autres emplois non sportifs où elle a essayé de s'insérer. Merci. Pascal, peut-être tu as peut-être une réponse par rapport à cette question. Ouais, c'est toujours sur des cas particuliers comme ça, mais j'aurais envie de demander si la personne elle est accompagnée ou pas dans sa recherche d'emploi, par qui. Si la personne, suite à son accident, elle est, voilà, est-ce qu'elle est au niveau médical aussi ou au suivi post, est-ce qu'elle est accompagnée ou pas? Parce que voilà, il peut y avoir rien que dans l'environnement de la personne peut-être voilà, d'identifier qui connaît bien en fait les répercussions de son handicap, parce qu'on est du coup plutôt sur voilà, des répercussions cognitives ou neurologiques suite à un accident. Il y a peut-être aussi des choses, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a eu son accident, mais la stabilisation, elle peut être assez longue après un accident. Donc, est-ce qu'elle est vraiment stabilisée ou pas? Qu'est-ce qui peut être compensé ou pas? C'est toujours la difficulté. Donc, voilà, voir si dans son environnement, elle est accompagnée. Si elle est accompagnée par une structure type SPE, il y aura toujours la possibilité aussi de mobiliser un pass voilà, sur le handicap cognitif. Bon, donc voilà, il faut un petit peu explorer l'environnement en fait, de la personne pour voir
pour identifier effectivement quelle compensation éventuelle serait possible. Oui, puis voir aussi si c'est un établissement public ou privé. Que soit c'est la GFIP, soit ça va être le FIPHP. Elle n'a pas forcément d'emploi, là, ce que je veux comprendre. Bon, voilà, oui, c'est ça. C'est en fonction aussi de qui peut quoi. Si elle est vers l'emploi, de toute façon, on peut mobiliser un pass, il n'y a pas de souci. Mais bon, des fois, voilà, elle peut toujours être plus ou moins accompagnée aussi par des structures de suite de soins, donc je ne sais pas, des dispositifs Comet, etc., qui existent aussi en région, donc voilà, qui peuvent aussi être ressources en fait pour bien comprendre en fait les impacts du handicap. Peut-être pour compléter, il faudra que je retrouve le nom, mais par exemple en Isère, nous on a une asso qui bosse de manière très spécifique sur l'insertion pro des personnes en situation de handicap et qui fait le lien justement avec les employeurs sur les besoins particuliers pour que l'insertion pro se passe bien. Et c'est peut-être aussi ce type de structure qui pourrait être aidante pour aller au plus près. Cela dit, c'est vrai aussi, pour commencer à les côtoyer davantage, que c'est souvent des structures qui connaissent plutôt bien le champ de l'entreprise, mais assez mal le champ de l'emploi sportif et du secteur associatif. Mais bon, après, c'est à nous d'accompagner aussi. Voilà. Alors, 2 petites questions encore très rapides. Monsieur, Madame Vessière, et puis Christelle Dijon. Oui. Monsieur Vessière du CREF Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, je suis référent handicap dans le cadre de Calliope notamment. Et en fait, je suis sur des fonctions de chargé de mission qui, au départ, n'ont pas de lien avec le service formation, en tout cas pas directement. Cependant, je suis moi-même en situation de handicap et donc c'était une thématique, si vous voulez, que je connaissais bien sur la partie handicap. Maintenant, je me posais la question à quelle profondeur, quelque part, je dois étudier le champ des formations, c'est-à-dire est-ce qu'il faut que je sache exactement quels UC sont dans chaque formation, etc., qu'est-ce que ça contient pour pouvoir donner les conseils les plus adaptés et, et quelles sont les ressources que je peux avoir sans forcément devoir tout le temps demander aux collègues est-ce que dans cet UC, il y a ça qui est demandé? Est-ce qu'il y a ça qui est demandé? Voilà. Est-ce que vous avez des ressources là-dessus? Parce que je connais un peu le champ de formation, mais pas encore suffisamment pour exercer à 100% la mission qui m'est confiée. En fait, sur le site du ministère des Sports, il y a l'ensemble des arrêtés de mention de diplôme. Et dans les annexes de chacun, il y a un déroulé de tout ce qui est attendu en termes de TEP, comme je l'ai dit tout à l'heure, en termes de TEP, en termes de parcours de formation, des épreuves certificatives et des dispenses éventuelles. Donc, pour aménager au mieux le parcours de formation, il faut quand même avoir connaissance et que le candidat puisse avoir connaissance de tout ça, en fait, des textes qui portent le diplôme. Et peut-être en complément, ça revient aussi à ce qu'on disait sur une des diapos, sur le fait de travailler vraiment en équipe. C'est-à-dire forcément, ça va être compliqué de connaître l'ensemble des diplômes, certes, mais surtout de l'environnement professionnel. C'est-à-dire que le cadre d'activité sur un BP équitation, il est forcément différent de celui d'un DE en escalade. Et ça va être de bosser aussi avec le coordo pour avoir ces infos-là aussi, concrètement, comment ça se passe et quelles peuvent être... en tout cas, les contraintes à prendre en compte dans le cadre de la formation. Parce que du coup, je vous ai écouté, c'était très intéressant et on évoquait beaucoup la logique de réseau, notamment sur les acteurs qui peuvent être spécialisés dans le champ du handicap, mais il y a aussi des acteurs dans le champ de la formation qu'on pourrait mobiliser. Là, j'avoue que je les vois un peu moins, donc je cherchais aussi des manières de me renseigner moi-même auparavant, avant peut-être de retourner vers les collègues. Donc, je vais aller sur les sites du ministère, je vais essayer de faire ma petite tambouille, entre guillemets, en tout cas de retenir ce que je peux retenir. Et puis, si j'ai des points spécifiques par la suite, en tout cas, c'est pour ça notamment que je suis assez intéressé par les guides. Oui, excusez-moi, vous avez mon mail sur la diapo parce que c'est vrai que pour arriver au texte, ça peut être un peu compliqué sur le site du ministère des Sports. Donc, moi, je pourrais vous envoyer par retour de mail, en fait, le cheminement pour y arriver. Il y a les différents mails sur la diapo et on va vous envoyer ça. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, monsieur. Catherine, elle pourra surtout vous les traduire parce que des fois, ce n'est pas le tout de les avoir et de les lire, mais c'est bien d'avoir une petite explication. Toute dernière question, Christelle Dijon. Oui, bonjour, je suis au CREPS de Dijon. Donc, j'ai accompagné certains stagiaires en situation de handicap. Là, je vois arriver donc, beaucoup de 10, on en a parlé, mais aussi des handicaps lourds, quoi, une personne avec un handicap lourd. Et je me repose la question, comme Florence Nicoulot, à un moment donné, quelle peut être la limite à se donner par rapport à la sécurité des usagers? Et peut-être, il y a la volonté d'accompagner d'un autre côté, puis peut-être la volonté de dire, est-ce que par rapport aux usagers, il ne faudrait pas réorienter sur un autre métier? Voilà, quelles pourraient être les limites? Réponds. Tu veux répondre, Frédéric? Carole? Ça dépend du handicap aussi. Quelle pathologie là? J'ai rencontré la personne, mais apparemment, ça serait en fauteuil roulant électrique. Donc, ouais. Avec... non, ce n'est pas de la fibromyalgie, ça y est, je ne retrouve plus le nom. Il suffit que... une myopathie. Après, il va falloir voir, étudier toutes les possibilités, quoi, parce qu'il faut voir quelle formation il veut faire, quel diplôme, quelle formation. Oui, donc ça serait sur un APT, mais donc ce qu'il met en avant, ça serait surtout pour pouvoir encadrer du foot fauteuil et du foot fauteuil et du foot fauteuil. Voilà, donc pour moi, il n'y avait pas d'adéquation, sans parler de handicap, déjà entre la volonté professionnelle et… Si c'est pour encadrer surtout du foot fauteuil, ça serait peut-être d'aller chercher le diplôme, plutôt le diplôme d'État de la Fédération française handisport, leur DEGEPS. Parce que s'il veut encadrer que du public en situation de handicap, ça. Du coup, il vaut mieux qu'il aille chercher le DEGEPS handi. Oui, et c'est vrai que des fois, là, on se retrouve démunis parce qu'il n'y a pas un handicap, il y en a 10 000. Et de se dire, voilà, par rapport aux usagers, donc c'est vrai qu'il y a besoin de ce réseau et des personnes qui puissent donner chacun leur avis. Merci à tous. Merci beaucoup. On va arrêter là. Donc deux choses. Donc, si vous avez des questions, donc pour le coup, on va vous envoyer le PowerPoint. On est là, en fait, on a nos mails et numéro de téléphone. Et deuxième chose, si vous êtes plus expert et intéressé à travailler avec nous sur le guide ou un certain nombre de livrables, vous nous contactez également, mais avec un autre registre d'intervention, de mobilisation. Nous, on est preneurs en fait d'expériences qui sont menées sur d'autres territoires avec d'autres prismes, que ce soit des OF privés, que ce soit des DRAGES qui travaillent autrement ou des établissements publics. Donc, merci beaucoup à tous. Je propose à Carole, à Catherine, à Marion et à Pascal de rester 5 minutes pour faire un petit débriefing dans la foulée, si elles ont le temps. Et puis, aux autres personnes, à très bientôt. Attends, Frédéric, je peux compléter. On enverra probablement un petit questionnaire bilan, en fait, justement, pour voir par rapport aux attentes, si on y a répondu en tout ou partie, et effectivement faire le lien avec ce que tu disais sur en fait, la suite des chantiers amorcés. D'accord. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup à tous et puis donc à bientôt. Merci. Au revoir.